ancien ingénieur au sein de la multinationale informatique Atos Origine. Facilitateur dans la création du FONGIP, le directeur général de la DPME répond aux questions d'e-tech ce dimanche sur e-radio. Comment se portent les entreprises sénégalaises fortement impactées par le coronavirus? Quelle réponse numérique à la frustration de la jeunesse? À quand un guichet unique de l'accompagnement? Quelle synergie avec les autres institutions spécialisées dans le financement? Idrissa Diabira face à Ousmane Gueye à suivre ce dimanche 21 mars 2021 aux alentours de 7h25 et 12h25. e-tech, l'émission d'un monde qui change sur e-radio. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous, le rendez-vous numérique sur e-radio qui reçoit ce dimanche Idrissa Diabira. Bonjour. Bonjour Ousmane, merci de cette invitation. Je vous en prie, directeur de l'ADPME, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, né en France, âgé de 46 ans aujourd'hui, originaire de la diaspora soninké de la vallée du fleuve Sénégal. Vous êtes un pont en quelque sorte entre ces belles ethnies qui peuplent notre continent après un magistère de physique fondamentale conclu par une spécialisation dans le pétrole. Vous effectuez un DEA de e-management Paris 9 Dauphine, centré sur les places marchés électroniques avant de démarrer dans le monde professionnel par le privé d'abord en 2000 comme ingénieur d'études au sein de la multinationale informatique Atos Origine, Atos Afrique de l'Ouest basée au Sénégal. C'est après cette première entrée que vous poursuivez dans le conseil en management et système d'information chez ISIS. En 2006, Idrissa Diabira a recruté par le ministère français des Affaires étrangères pour coordonner à CAI la coopération franco-malienne. CAI au Mali. Il retourne dans le privé en 2009 en fondant Interface Africa à Bamako, la capitale au Mali donc, un cabinet panafricain spécialisé dans l'ingénierie financière et économique et les politiques publiques africaines. Mon invité coordonne dans ce cadre en 2011 l'élaboration du programme du candidat Macky Sall, Yonou Yokouté, socle du PSE, le plan Sénégal émergent. Au sein de l'État, Idrissa Diabira devient en 2013 conseiller spécial de l'ancien Premier ministre Aminata Touré, puis accompagne la création du FONGIP en qualité de conseiller spécial, de directeur des SI et de la communication, puis de coordinateur technique général. En février 2017, le chef de l'État le nomme directeur général de l'agence qui nous reçoit ce dimanche, agence qu'il hisse d'après le benchmarking réalisé par le Centre de commerce international en juillet 2019 comme la 18e structure d'accompagnement sur 64 dans le monde, la 3e sur 25 en Afrique et enfin la première dans la zone CEDEAO. Parmi ses principaux chantiers en matière de système d'information, pour finir, la double certification ISO 9001-27-2001 de l'agence et de son unité de scoring notation, le scoring et la formalisation universelle, le guichet unique PME. Une longue présentation Idrissa Diabira, pour ne dire qu'un mot, vous êtes quelqu'un de l'économie et de l'économie numérique particulièrement, militant de l'entrepreneuriat au Sénégal et ailleurs en Afrique. Une première réaction sera peut-être de nous dire comment se portent les petites et moyennes entreprises sénégalaises à l'heure du coronavirus. Merci beaucoup, merci de la présentation. Je suis honoré de prendre part à une émission dédiée à la question du numérique parce qu'il y a un fil conducteur. Je pense que la physique, c'est l'élaboration ou la compréhension des phénomènes naturels et l'information, on la traduit en physique puisque c'est un phénomène que l'on traite dans le signal en particulier. Et donc, pour en venir à votre question, les PME aujourd'hui vont mal, elles sont malades, pour ne pas dire très malades, à la faveur de la Covid, crise sanitaire, mais qui a débouché sur une crise économique et une crise sociale sans précédent. Parce que nos PME sont avant tout des acteurs du secteur informel, des acteurs de l'économie mondiale. Lorsque l'économie, entre guillemets, est grippée, s'arrête, du fait notamment des restrictions, lorsque le transport est amené à s'arrêter, comme il en a été avec le transport aérien. Et donc lorsque ça a des incidences sur un secteur aussi important que le tourisme pour le Sénégal, quasiment 10% du PIB, on peut imaginer sans peine les répercussions que ça peut avoir sur les acteurs directs
du secteur du tourisme, mais sur tout ce qui entoure la vitalité de ce secteur, le domaine de la restauration, le domaine du transport, les petites activités, ceux et celles qui vivaient de l'accompagnement, du conseil à ces personnes qui pouvaient être amenées à venir. Et donc ça a des effets sur l'ensemble de l'économie. Et une enquête que nous réalisions l'année dernière, au moment des restrictions, Ars ou Newcomcom, nous indiquait que 90% des entreprises s'estimaient très négativement ou très négativement impactées par la Covid et par les mesures pour essayer de le limiter. Oui, justement, on se serait attendu à un suivi de cette enquête. Que deviennent ces PME depuis ? Effectivement, ce que ça a permis, c'est d'abord d'ajuster ou de réajuster les projets qui nous étaient confiés par nos partenaires techniques et financiers. Donc, à la faveur de cette enquête, on a pu solliciter notamment nos bailleurs qui nous appuyaient dans l'accompagnement de ces entreprises pour que cette dernière ne soit pas laissée seule à elle-même. Que ce soit la Banque mondiale, que ce soit l'Agence française de développement, l'Union européenne ou la coopération allemande, pour ne citer que, ou le PNUD, qui est venu sur la base de ce que nous faisions, sont venus nous accompagner et ont accepté de réorienter une partie des ressources qui étaient allouées à l'accompagnement essentiellement technique de ces entreprises. 400, un peu moins de 500 entreprises ont pu être accompagnées avec un levier de différents outils, notamment un appui en besoin de fonds de roulement. Nous avons initié ce qui a donné la démarche de 10 millions de masques avec la FENAF, la Fédération nationale des professionnels de l'habillement, acteurs avec lesquels nous travaillons pour accompagner les tailleurs sur les régions de Saint-Louis à Matam et de Tambacounda à Ziguinchor. Et donc, en leur commandant des masques qu'ils ont pu apporter et fournir aux différentes régions et différents autres appuis comme les acteurs de la diaspora qui ont pu être accompagnés, les entreprises existantes de la diaspora dans le programme avec l'Agence française de développement et l'Union européenne pour bénéficier d'un appui en besoin de fonds de roulement. Donc c'est pour dire que à notre échelle, nous avons tenté de réorienter une partie des ressources, des acteurs que nous accompagnions, parce qu'il s'agissait de ne pas les laisser en rade. Mais au-delà de ça, nous avons aussi, sur le volet numérique, mis en place des cellules, ou en tout cas une émission en charge de l'écoute, de l'accueil, du conseil aux entreprises en difficulté, avec des Facebook Live, avec un chatbot, dans la démarche Ars ou Newcomcom, parce que c'est d'écoute que les gens ont besoin en période de crise, de conseils pour essayer de gérer sa trésorerie pendant la période de crise, gérer son personnel, réorienter une partie de ses activités. Donc voilà un peu les éléments que nous avons pu apporter, et surtout et enfin à la faveur de cette enquête et des besoins que les PME, plus de 840 ont répondu, ont pu nous donner, de pouvoir donner des orientations, notamment à l'État, aux partenaires, pour voir comment construire les modalités de la relance, comment construire les modalités d'un accompagnement plus large pour accompagner davantage de PME, parce que on a montré un exemple à une échelle qui est certes réduite, mais c'est un exemple qui est probant et qui a vocation à être démultiplié. Comme c'est l'émission e-tech qui vous reçoit sur e-radio, nous allons mettre, vous allez le comprendre aisément, l'accent sur le numérique. Le chef de l'État a fait une sortie dernièrement pour s'adresser aux jeunes avec des réponses, notamment à travers le réajustement un peu de sa politique jeunesse. Aujourd'hui, quelles sont les réponses numériques à la colère de la jeunesse, si on peut parler de colère?
Absolument. Je pense qu'il faut saluer le message qu'il a tenu, d'empathie, de compréhension. Je l'ai indiqué, la profondeur de la crise pendant une année a eu des effets absolument désastreux sur l'économie. Et il s'agit de changer de paradigme, ou en tout cas de changer d'échelle d'intervention à l'attention de cette jeunesse. Au rang des mesures qui ont été aussi annoncées, certes on retient aisément celle sur le montant qui va permettre de financer davantage l'accès aux petites et moyennes entreprises ou l'accès au financement de la jeunesse, mais il ne faut pas oublier la toute première mesure, je pense, qui est une mesure de salut public, à savoir la levée des conditions de couvre-feu qui, on le sait, étranglaient l'économie et sont un élément de respiration. Vous avez également l'appel à une initiative du secteur privé pour aussi apporter son complément à la création d'emplois, et notamment parmi les jeunes. Et enfin, vous avez un appel à la mobilisation générale pour faire en sorte que les centres de formation dans chacun des départements, ainsi que des maisons du citoyen, puissent être mis en place. Et donc, effectivement, il y a un défi important en matière de financement de cette jeunesse. Puisque vous le demandez, à mon niveau, selon moi, les modalités d'un meilleur accès, justement, passent aussi par la dimension numérique. Je compare un peu la DPME à un médecin généraliste, médecin qui a vocation à devoir donner un bon diagnostic et la bonne ordonnance pour que le patient puisse choisir les bons médicaments. Parce que derrière l'ensemble de ces jeunes qui sont en difficulté, vous avez d'abord des profils qui sont différents. Vous avez des situations différentes. Certains peuvent être entrepreneurs, d'autres peuvent être des salariés, d'autres ont vocation à être formés, voire réorientés. Et donc, l'un des enjeux, c'est justement de pouvoir catégoriser correctement ces jeunes pour leur permettre d'être orientés et leur apporter des réponses qui soient adaptées à leurs besoins. Et pour ce faire, ce sont aussi des outils digitaux qui ont vocation à être mis en place. Nous travaillons notamment à l'élargissement de notre plateforme, qui est une plateforme de notation, de rating, pour mieux déterminer le profil du risque des entrepreneurs, et ainsi qu'à ce qui permet de catégoriser les acteurs avec la digitalisation du processus de suivi des petites et moyennes entreprises. Et je pense que ces éléments, pris les uns avec les autres, ou bien articulés, peuvent permettre de donner le filtre pour sélectionner correctement les différents chefs d'entreprise ou les différents jeunes, et être en mesure de les orienter correctement vers des solutions pour leur permettre de mieux s'accomplir. On parle de réponse numérique à la crise, entre guillemets, façon de parler de la jeunesse au Sénégal, mais on doit noter que dans la plupart des cas, notamment dans certains cas, en tous les cas, Internet, les réseaux sociaux sont vus sous leurs aspects ludiques. On en oublie parfois que c'est quand même des leviers importants quand on parle d'emploi. Comment est-ce que l'agence que vous dirigez pourrait sensibiliser un peu dans ce sens ? Absolument. On parlait des difficultés que rencontraient les entreprises de manière générale. Celles dans le numérique, malgré tout, ont su un peu tirer leur épingle du jeu. Parce que, justement, les contraintes sur les déplacements qui sont liées à la Covid, elles ont pu justement y apporter des éléments de réponse. On l'a vu, ce qui était totalement physique hier est devenu de plus en plus virtuel. Nos enfants conservent des liens avec leurs enseignants par le biais de WhatsApp.
les cours se font de manière beaucoup plus digitale. Les conférences qui, hier, pour une partie simplement, se faisaient par visioconférence, se font davantage aujourd'hui en majorité par visioconférence. Et un nombre incalculable de solutions sont venues se greffer à ce qui était la vie courante de fonctionnement en présentiel. C'est pour dire que la numérisation est un secteur extrêmement transversal qui apporte des éléments de réponse, d'adaptation à des contraintes comme celles que nous avons pu avoir. Et vous avez raison, il y a un état d'esprit que l'on peut avoir et que l'on a, je pense, particulièrement au Sénégal, qui se singularise par les talents, les startups qui se développent, mais il y a aussi un état d'esprit sur ce secteur à la faveur de cette crise pour essayer d'en faire une opportunité, pour essayer de mieux appréhender la question du numérique comme un moyen d'apporter des réponses aux contraintes que l'on a. L'entrepreneuriat et l'entrepreneur, avant tout, c'est quelqu'un qui pense disposer d'une réponse à un problème qui est sur la table et qui pense que cette réponse adoptée est susceptible de générer un certain nombre de ressources. Et en l'occurrence, même si la crise est absolument majeure et parfois désastreuse, elle n'en demeure pas moins, comme tout moment de contrainte, aussi un élément d'opportunité pour ceux et celles qui sauront se montrer les plus entreprenants, les plus opportunistes au bon sens du terme, pour apporter des réponses à cela. Et je pense que en l'occurrence, la jeunesse est armée pour s'adapter à cette révolution technologique. Il y a des réponses à apporter pour cette crise et surtout pour l'après-crise. Oui, des réponses à apporter pour la crise, l'après-crise. Le chef de l'État a annoncé, si j'en crois une partie de la presse sénégalaise, un fonds, en tous les cas un montant qu'il va gérer par lui-même, autrement dit à la présidence de la République. À côté de ce fonds-là qu'on annonce, il y a l'ADPME, il y a la DER qui est au point E, à quelques mètres de vous, il y a, je ne vous l'apprends pas, le fonds 6, le fonds GIP, tellement de structures d'accompagnement. Je dis bien tellement parce que parfois on s'y perd. Comment aujourd'hui arriver à mettre au point une bonne lisibilité entre tous ces acteurs? Vous avez raison, il y a beaucoup de structures d'accompagnement, mais qui ont chacun un cœur de métier. Et j'ai la chance, il y a quelques années, d'avoir initié, avec notamment Feu Ibrahima Diouf du BMN, une démarche appelée Sénégal PME. Comment mettre en réseau l'ensemble des acteurs, des structures d'appui pour avoir plus de cohérence. Parce qu'à la fin de la journée, un entrepreneur ne cherche pas à savoir qui est ADPME, Fonds GIP, Fonds 6, DER, APDA ou autre. Ce qu'il souhaite savoir, c'est quel type d'appui peut l'aider à résoudre son problème. Et je pense que l'un des enjeux, justement, c'est un enjeu éminemment à appréhender sous la dimension du numérique. L'enjeu, c'est quel processus on donne pour une meilleure articulation de ces différentes catégories d'acteurs. C'est là où c'est le défi. Parce que faire de la garantie, ce n'est pas la même chose que financer. Financer, à l'intérieur du financement, vous n'avez pas la même chose quand on finance par de la dette ou quand on finance avec des fonds propres ou avec des ressources par une structure de capital investissement ou du financement que vous allez rechercher sur le marché obligataire ou au niveau de la bourse ou du financement que vous pouvez avoir au niveau de la microfinance. Donc, pareil pour les natures d'accompagnement. Accompagner une entreprise
totalement informel, ce n'est pas la même chose qu'accompagner une structure qui a un certain nombre de grandes fonctions qui sont cristallisées. Accompagner une structure dans le domaine de l'aquaculture, au niveau sectoriel, ce n'est pas forcément les mêmes natures d'accompagnement que celles que l'on a au niveau de l'agriculture ou du secteur numérique. Accompagner de manière directe avec des ressources, ce n'est pas la même chose qu'un accompagnement indirect avec des impôts ou avec de l'accès au financement. Donc vous voyez, juste au travers de cet exemple, l'accompagnement, c'est une typologie qui est extrêmement large. Maintenant, il faut en donner de la cohérence, il faut en donner de la lisibilité, et il faut augmenter l'efficacité qu'il peut y avoir. Et en quoi le secteur en tout cas l'approche par le numérique est importante, c'est que justement, il ne s'agit pas uniquement de penser d'abord en termes de structure, il s'agit d'abord de penser en termes de processus. Et les systèmes d'information, leur particularité, c'est de penser le processus. Quels sont les éléments que l'on a au départ ? Comment est-ce qu'on les incrémente, on les améliore, on leur apporte de l'intelligence, de sorte à ce qu'ils puissent être des éléments de sortie qui vont être les éléments d'entrée peut-être d'une autre structure ou d'un autre micro-processus. C'est ça important. Et c'est le parallèle que je faisais et que je répète souvent avec le secteur de la santé. La question, c'est pas de savoir si uniquement si c'est du tel type de financement ou tel autre que je vais avoir. La question, c'est de savoir quel est mon carnet de santé, de quels médicaments est-ce que j'ai besoin et comment on peut avoir dans l'architecture quelqu'un susceptible de me donner l'ordonnance qui me permet d'aller choisir à la pharmacie le bon médicament. Or, aujourd'hui, la difficulté, c'est que tout le monde se rend à la pharmacie et tout le monde demande le médicament financement, alors qu'il y a plusieurs types de financement et que le financement, ce n'est pas forcément toujours le médicament dont vous avez besoin. Vous avez peut-être besoin de formation à la comptabilité. Vous avez peut-être besoin de management. Vous avez besoin d'un système d'information pour calculer vos coûts. Vous avez besoin de mieux former votre personnel ou de mieux l'organiser. Vous avez besoin d'une offre marketing pour vous permettre d'accéder à des marchés. Vous avez besoin de processus qui soient mieux établis, de certification de vos produits pour accéder éventuellement à la grande distribution ou pour accéder à des marchés à l'international. Donc, approche processus, et dans le cadre de cette approche processus, capacité justement à orienter les acteurs là où ils le doivent, et ça c'est justement l'enjeu de la mise en place du guichet unique. Nous avons bien entendu et compris, l'auditeur aussi, j'espère, M. Idrissa Diabira, mais il se trouve que tout cela est très complexe, reconnaissez-le. En même temps, au Sénégal, nous n'avons pas encore une bonne cartographie de l'écosystème. Le cas, par exemple, de l'accompagnement avec toutes les formes que vous avez citées, il n'en existe pas. Le Sénégalais, d'ailleurs, qui arrive au Sénégal, ou plutôt un étranger qui arrive au Sénégal, mais il aura du mal à trouver le guichet unique où il trouvera la bonne information. Reconnaissez que ce n'est pas simple. Absolument, c'est loin d'être simple et c'est à nous de le simplifier. Et vous le faites ? Oui, on le fait et l'idée c'est d'accélérer la cadence, comme dit l'autre, pour pouvoir rendre encore plus simple le service qui est proposé. Quand je parlais de Sénégal PME, je parlais d'un site et d'une porte d'entrée qui puisse être unique. Derrière cela, les travaux sur le cahier des charges pour construire la plateforme ont été lancés dans le cadre de la coopération notamment du Sénégal avec l'Allemagne. La mise en place d'un guichet unique financier a été confiée à l'agence
nous avons fait et les termes de référence et le recrutement du consultant pour déterminer le cahier des charges pour implémenter la plateforme. Et ce que ça va permettre, c'est justement de faciliter pour l'entrepreneur d'arriver sur une porte d'entrée qui n'est pas forcément la DPME, mais qui est les acteurs du dispositif et avoir une réponse qui lui soit adaptée. Donc, c'est un projet qui vient à son heure parce qu'on peut se rappeler de l'étude du cabinet Aziz Dieye en 2010 ou 2011 qui évoquait la question de la rationalisation des acteurs du dispositif. Et je pense que la solution, aujourd'hui plus qu'hier, parce qu'aujourd'hui on a des réponses en matière de digitalisation qui nous apportent des solutions. Au sein de la DPME, d'ici la fin du mois de mars, on pourra lancer Sama PME, qui est notre plateforme qui digitalise la demande d'accompagnement au niveau de la DPME. Et je pense que ça, c'est une première brique qui fait que, en se rendant sur le site de la DPME, en se rendant sur Sénégal PME, on pourra demander, en rentrant un certain nombre d'informations, créer son compte, demander un certain nombre de services en matière d'accompagnement et suivre là où l'accompagnement se fait. Et ça, je pense que c'est une première brique pour la DPME et qu'on compte étendre à l'ensemble des acteurs du dispositif pour que vous soyez à Kédougou, à Bakel ou à Ziguinchor, vous puissiez faire cette demande et que celle-ci soit prise en compte et suivie et accompagnée. Idrissa Diabira, directeur général de l'ADPME, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, est notre invité ce dimanche sur iRadio. Une pause de 25 minutes et l'on se retrouve juste après. Après le délégué général à l'entrepreneuriat rapide, Papa Amadou Sarr, qui a été le premier invité de cette année 2021, Idrissa Diaby nous fait cet autre honneur d'être notre autre invité ce dimanche dans l'émission E-Tech pour nous parler des missions qui regardent évidemment la DPME, mais plus généralement pour nous parler d'économie numérique, parce que E-Tech parle d'abord et avant tout de numérique. Nous poursuivons un peu, monsieur le directeur général, sur la digitalisation des process, pour reprendre un peu le mot favori des entrepreneurs. Mais il n'y a que quand j'arrive dans vos locaux, tout comme quand je me déplace dans les locaux de la DER, je trouve beaucoup de paperasse. Au point où, par exemple, pour taquiner un peu Papa Amadou Sarr, au point où la DER s'est offert une sorte d'annexe pour abriter tous ces documents. Est-ce que le premier défi n'est pas d'abord la transformation digitale de vous-même? Absolument. Bon, vous trouvez beaucoup de paperasse parce que globalement, l'enjeu il est lié. Vous trouvez beaucoup de paperasse, mais vous voyez beaucoup de gens qui sont à l'heure du numérique. Je pense à la DPME, et ça se signifie. Il y avait un travail qui avait été fait par Marie Wade qui évoquait l'étude de cas sur la digitalisation, le classement digital des administrations sénégalaises. L'APIX arrivait premier, la DPME second, la RTP troisième, et puis un certain nombre. Peut-être que vous l'aviez évoqué. Mais avec quels critères? C'est important, tout part de là. C'était les critères visibles de la digitalisation des entreprises. Comment est-ce qu'on peut y accéder par le web et un certain nombre de choses. Mais je suis persuadé que la digitalisation du courrier, c'est pas quelque chose qui est visible dans cet élément. C'est un élément qui existe au sein de la DPME. Je vous évoquais aujourd'hui la digitalisation de l'ensemble du processus de la demande, qui ne demande qu'à être
rendu public dans les prochaines semaines. Je peux parler de ce qui est de la digitalisation des états financiers. La plateforme de notation e-rating de la DPME qui fait le lien avec les structures bancaires, c'est une étape de traitement de l'information des données sur une entreprise. Et c'est ce qui nous permet de sortir une note, un score qui se base sur des données agrégées de différents états financiers, d'entreprises en difficulté au niveau des greffes des tribunaux, etc. Vous avez au sein de la DPME la plateforme des états, de la plateforme d'élaboration des états financiers simplifiés, le SMT, qu'on est en train de mettre en place. Donc, je ne parle même pas du chantier sur l'outil logiciel de gestion de projet, Projector, qui permet de piloter, pas simplement au travers du timing ou du planning, mais au travers des risques, au travers des approches de financement, au travers des ressources, les projets. Donc, vous avez vraiment toute une démarche sur des solutions logicielles absolument majeures. Maintenant, pour entrer quand même ces données, le temps que tout le monde se digitalise, vous allez quand même recevoir les liasses qui concernent les états financiers des entreprises. Ça se fait sous format papier. Vous allez encore avoir souvent les uns et les autres qui vont nous soumettre les business plans sous format papier. Mais imposer le digital, vous êtes la DPME. Absolument. Oui. Ça se fait progressivement. Je dis, nous avons organisé la première édition du concours national de business plan, il y a en 2016 déjà. Plus de 3000 postulants ont concouru à ce concours. Plus de 800 business plans ont été élaborés, mais sur le format complètement digital. Leurs notes étaient aussi faites sous format digital. La deuxième édition qui est en cours a vu plus de 500 plans d'affaires, plans de financement être soumis sous format digital par les acteurs et traités sous format digital par les acteurs. Donc, je crois que le cheminement est vraiment irréversible et c'est vraiment la ligne directrice de notre intervention au sein de l'agence. Nous avons validé notre plan stratégique de développement, notre nouveau plan stratégique de développement, après avoir achevé avec succès celui de 2016-2020, qui nous liait notamment au ministère des Finances par un contrat de performance. Et le nouveau plan stratégique a pour ligne directrice de pouvoir transformer la DPME à l'horizon 2025 en tiers de confiance. Un tiers de confiance, c'est un terme que l'on revoit dans les systèmes d'information. Et c'est justement cette capacité à gérer l'information, à la traiter, à la rendre disponible entre les acteurs qui accompagnent les petites et moyennes entreprises. Parce que notre conviction, et les études le montrent, c'est que le principal problème dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de manière générale, c'est l'information. Et l'information fiable permettant de réduire le risque, en fait, d'avoir confiance les uns avec les autres. Et pour rendre la confiance aux uns et aux autres, il faut se donner les moyens de collecter cette information, de la traiter et de la rendre disponible. L'une des traductions encore de ce volet, vous l'avez dit dans la présentation, lorsqu'on engage une double certification ISO 9001, ISO 27001, les spécialistes ils le reconnaîtront, c'est la certification sur l'information et sur le système management de la qualité et sur le système d'information. C'est bien que l'entreprise, l'agence est engagée sur un traitement
diligent de l'information. Maintenant, c'est un processus et je suis persuadé que celui-ci nous fera et nous fait déjà franchir des pas assez grands dans la qualité qu'il est indispensable d'apporter pour pouvoir résoudre les défis, notamment de l'emploi de la jeunesse, mais de l'emploi de manière générale. Digitalisation doit être entendue dans les deux sens du terme. D'un côté, des candidats au financement qui envoient un mail, un dossier, et de l'autre, vous qui recevez et vous qui répondez. Or, on sait qu'au Sénégal, c'est très facile d'envoyer un mail, mais c'est très difficile de recevoir une réponse. La réactivité, elle ne court pas les rues. Absolument. C'est pour ça que je pense que les choses vont avec une démarche de la qualité dans la mise en œuvre dans le service. Du service. C'est pas un hasard si la DPME s'est lancée dans 2 voire 3 démarches complémentaires en matière de qualité. La première, je vous l'ai indiqué, c'est un plan stratégique qui n'est pas toujours accompagné par des contrats de performance avec en particulier la direction du secteur parapublic et le ministère des Finances. Mais le contrat de performance, il vous engage sur des indicateurs d'activité, mais sur des indicateurs de résultats que vous devez atteindre. Ça, c'est la première des choses. Et je pense que dans le contrat de performance qui nous liait à l'État de 2016 à 2020 inclus, chaque année, les objectifs que nous nous étions assignés, les résultats que nous souhaitions atteindre, nous les avons atteints, voire dépassés. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que la DPME, là encore volontairement, avec le bureau organisation et méthode, s'est engagée dans une démarche qu'on appelle le CAF, le cadre d'auto-évaluation de la fonction publique. C'est le Common Assessment Framework. C'est une démarche de qualité des administrations publiques empruntée aux administrations publiques européennes que le Bureau Organisation et Méthode met en œuvre en accompagnant les agences volontaires au sein du Sénégal à les mettre en œuvre avec la coopération luxembourgeoise. La DPME s'est engagée dessus et donc suit un processus de mise en œuvre de ce CAF. C'est la deuxième des choses. La troisième, c'est que ITC, et vous l'avez évoqué, le Centre de commerce international, a mis en place un processus aussi dans une logique de démarche de qualité pour comparer les organisations de promotion du commerce et de l'investissement sur 64 pays du monde, dans chacun des continents. Vous avez l'Espagne, la Malaisie, le Pérou, etc. Et à l'issue de ce benchmarking, c'est plus de 224 indicateurs. La DPME a été classée, vous l'indiquiez, 18e sur 64 dans le premier tiers, 3e sur 25. À l'intérieur de ces 25, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Rwanda, vous avez le Botswana, vous avez la Tunisie, vous avez le Maroc, donc vous avez le Zimbabwe, vous avez Maurice. Donc 3e agence d'accompagnement sur ces 25 en Afrique et première en zone CEDEAO. Je dis souvent, on peut effectivement, et c'est mon attitude, se flageller. Quand on se regarde, on se désole en se disant on n'est pas si bon que ça. Quand on se compare, on se console. Et je pense que ça le traduit. Mais pour nous, et ce que vous avez indiqué, c'est surtout les recommandations qui nous importent. Parce que ces recommandations, on les a intégrées à nos instances de gouvernance et on les suit dans la mise en œuvre. Et parmi ces recommandations, comment est-ce qu'on se dote d'un système de mesure de résultats qui implique beaucoup plus l'impact et qui implique aussi la satisfaction du client. Et donc depuis 2 ans, sur la base de ces résultats, par exemple, nous avons mené peut-être 3 études de satisfaction client pour savoir comment réagissaient ceux que nous accompagnons. Est-ce que notre qualité de service est bonne ? Est-ce que les réponses sont suffisantes ? Et ça nous permet de nous améliorer. Et je pense qu'on est sur un niveau de satisfaction qui tourne autour de 7 sur 10 pour les gens
qui bénéficient de nos services. On peut faire mieux, mais encore une fois, on n'est pas si mauvais qu'on peut le croire. Tout à l'heure, en parlant de vous, j'ai parlé en même temps de l'ADER, des autres mécanismes de financement, le Fonds 6, le Fonds GIP. Aujourd'hui, s'il faut présenter l'ADEPME, c'est quoi, autrement dit, qu'est-ce qui distingue votre agence des autres? Merci. Encore une fois, la répétition est pédagogique. Je pense que l'ADPME, d'abord notre slogan, c'est de vouloir être le coach des futurs champions, c'est d'être un coach. Et notre particularité, c'est un peu d'être le médecin généraliste du patient. Vous l'avez dit. Et je pense que c'est ça qui permet de faire le lien avec les autres mécanismes. Mais ça, c'est une image, le généraliste. Maintenant, en détail, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est quoi le contenu? Le contenu, c'est d'abord de pouvoir diagnostiquer l'entreprise, de pouvoir savoir où on en est. L'ADPME intervient tout au long du cycle de vie de l'entreprise. D'une entreprise ou d'un entrepreneur qui a une idée de projet à un entrepreneur qui est en extension, ou un entrepreneur qui est au niveau de la création de son entreprise, et un entrepreneur qui est au niveau de la formalisation, un entrepreneur qui fait de l'export ou qui est en difficulté. Et donc, l'image que j'évoquais, c'est d'abord d'être en capacité de catégoriser l'entrepreneur. Quel est son besoin? Est-ce qu'il a besoin de formation? Est-ce qu'il a besoin de financement? Vous avez beaucoup d'entrepreneurs qui viennent nous voir d'abord avec l'idée, moi, j'ai pas de financement. Et donc, il me faut du financement. Mais que ce soit l'ADER, dont je fais partie du conseil d'orientation, je précise, que le fonds GIP, que j'ai appuyé dans sa création, que le fonds 6 ou les banques, ce dont ils ont besoin, c'est du bon diagnostic pour savoir si le financement est la solution adaptée. Encore une fois, pourquoi est-ce que je fais le parallèle ou la métaphore avec le médecin? C'est que si vous n'avez pas les muscles nécessaires pour porter une charge de 200 kg, c'est pas parce que vous pensez avoir besoin vous pensez pouvoir porter 200 kg que vous le pourrez. C'est parce que on va d'abord renforcer éventuellement vos socles, vos édifices, vos bases, vos muscles. On va vous former, on va vous aider à gérer votre trésorerie, à gérer votre comptabilité. Beaucoup d'entrepreneurs disent qu'il ne leur manque rien, sauf l'argent. Mais si vous n'êtes pas en mesure de gérer l'argent qu'on vous donne, comment est-ce que vous allez le rembourser? Si vous n'êtes pas en mesure de gérer correctement votre comptabilité, comment est-ce que vous allez gérer les ressources que vous ont été prêtées pour les rembourser? Si vous n'êtes pas en mesure d'avoir les processus pour éventuellement réduire les coûts ou les charges que vous avez, qui sont peut-être trop importantes, parce que vous avez peut-être trop de personnel, ou parce que celui-ci n'est pas placé là où il faut, ou parce que celui-ci fait un travail qui n'est pas optimisé. Comment est-ce que vous allez justifier ou optimiser ou faire les bénéfices que vous attendez? Vous voyez, avant d'arriver au financement, vous avez des questions qui sont des questions impératives. Parce que la garantie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient couvrir le risque de défaut de quelqu'un qui veut venir investir. Et vous financez comment? Nous finançons l'assistance technique. On ne finance pas à proprement parler en faisant du prêt, comme peut le faire l'ADER ou les institutions financières. Nous, ce que nous mobilisons, parce qu'on sépare souvent les services financiers des services non financiers. Donc l'ADPME fait partie des institutions que l'on appelle d'institutions de soutien non financières. Et donc nous, notre démarche, c'est d'abord de financer cet accompagnement. Et souvent, on n'a pas l'impression qu'il faut de l'accompagnement. On pense, et c'est cette pédagogie qui est importante, qu'il nous faut d'abord le financement. Alors que c'est comme le malade avant d'aller à la pharmacie, c'est comme le sportif
avant d'aller à une compétition aux Jeux Olympiques. Si vous n'avez pas été entraîné, si vous n'avez pas fait vos séances d'entraînement, si vous n'êtes pas suivi, si on ne sait pas quelles sont vos performances au jour le jour, mais vous ne pourrez pas avoir de performance le jour de la finale. Et donc, c'est cette métaphore du médecin ou du coach qui est nécessaire en amont, qui est nécessaire pendant et qui est nécessaire en aval. Et l'exemple le plus frappant, c'est que l'ADPME fait partie des structures d'appui et d'encadrement agréées par la Banque centrale dans son dispositif de refinancement pour favoriser le financement des PME et que dans ce dispositif, ce qui est mis en avant, c'est le fait de pouvoir accompagner les acteurs à disposer des conditions pour accéder à du financement. Disposer des conditions, c'est savoir qui on est, c'est avoir un bon business plan, c'est-à-dire comment est-ce que je vais être en mesure de rembourser ce que je vais emprunter et comment je vais être en mesure de gagner de l'argent sur l'idée que je peux avoir. Et cet élément, c'est un élément essentiel du mécanisme. Je rappelle enfin que l'ADPME, son objet, puisque cette année, c'est aussi l'année des 20 ans de l'ADPME. Elle est née en 2001. Son objet, à l'issue des échanges avec le secteur privé, pendant toute la période 90, c'est d'accompagner les PME et les micro, petites et moyennes entreprises qui en font la demande ou qui bénéficient de prêts de l'État. Pourquoi ? Parce que avant de bénéficier de prêts de l'État, il faut qu'on puisse s'assurer que vous êtes en mesure d'absorber ces ressources, que vous êtes en mesure de les utiliser correctement et que l'on est en mesure de rembourser les ressources qui sont les ressources, que ce soit de l'État ou des partenaires ou des institutions financières. Nous restons d'ailleurs, Idrissa Diabira, sur les remboursements. Est-ce que vous êtes d'accord avec la méthode des 4 P de la DER, procureur, police, prison, préfet? Bon, je pense que c'est un slogan pour essayer... Pour faire peur? Non, pas pour faire peur, mais pour conscientiser. Voilà, c'est propre à Papa Madou. Mais ce qu'il faut surtout retenir là-dessus, et c'est ça pour moi qui est le plus important, c'est la pédagogie nécessaire au financement et au prêt. Vous savez, ma toute première mission, l'une de mes premières missions au Mali sur la garantie ou sur le financement, je rencontrais une personne qui me disait, après différents projets, programmes comme ceux qu'on a pu avoir avec les maîtrisards au Sénégal ou comme on l'a dans pas mal de pays. Et j'étudiais le pourquoi du non-financement ou du non-remboursement des acteurs. Et il y a une personne qui m'a dit, vous savez, l'argent de l'État, c'est comme du sadara. Et le sadara, ça ne se rembourse pas. Et vous savez, c'est ça qu'il faut avoir, c'est ça qu'il faut aussi changer dans l'état d'esprit. Parce qu'il se dit que l'État, c'est tout le monde. Parce qu'il se dit que voilà, l'État, c'est tout le monde. Il a tort. Oui, mais et que le bien public, on peut en profiter. Mais il y a Je taquine évidemment. Absolument, il y a un changement d'état d'esprit. Et je pense que par la provocation, Papa Madou Sarr l'indique, à savoir des ressources, lorsqu'elles sont prêtées, et lorsque les conditions, c'est le prêt, elles doivent être remboursées. Parce que le principe du financement, c'est que ce que l'on ne rembourse pas simplement à soi, parce que son activité, elle peut ne pas fonctionner, mais on prive à quelqu'un d'autre la possibilité de bénéficier de ces ressources. Je pense qu'être citoyen, c'est aussi ne pas penser qu'à soi. C'est considérer que les ressources qui sont mobilisées, ce sont souvent pour le secteur bancaire, pour le citoyen, des ressources qui ont été mobilisées par d'autres acteurs, soit sur les impôts, et donc cet argent aurait très bien pu aller à la construction de routes, d'hôpitaux ou autre chose, ou bien de l'argent que les uns et les autres on a mis à la banque
nos salaires, nos économies. Et donc, l'argent qui est confié à un entrepreneur, il n'est pas simplement un argent qui est donné, c'est un argent qui est placé dans l'objectif et avec le pari. C'est ça le crédit, c'est ça la confiance. La définition de la confiance, c'est que je vous fais confiance, ou quand je vous fais crédit, c'est que j'ai la conviction que vous allez me rembourser ce que je vous prête. C'est ça le crédit. Et donc, je pense que c'est extrêmement important de faire comprendre aux gens que l'enjeu, c'est pas simplement de bénéficier de l'argent pour bénéficier de l'argent. L'enjeu, c'est de faire fonctionner son entreprise. Faire fonctionner son entreprise, même si c'est 100 francs CFA par mois de bénéfices, c'est avoir un peu plus. Et si dans ces 100 francs, il y a 50 francs qui servent à rembourser, on a réussi. Et c'est ça l'enjeu d'un business plan, c'est de montrer comment est-ce qu'on gère son entreprise, comment est-ce qu'on met en œuvre des produits pour avoir le bénéfice permettant de faire fonctionner son activité et de rembourser l'argent qui nous a permis de la développer. Quelques secondes encore, Idrissa Diabira. À quand un accompagnement ou un financement en Bitcoin au Sénégal? Alors, ça demande une respiration d'abord, je le constate. C'est vrai que ça demande une vraie respiration. Je pense que tout n'est pas forcément tout de suite digitalisable. Hein. On le voit, il y a quelques expériences. Je ne suis pas sûr que l'enjeu, ça soit C'était une façon de parler des crypto-monnaies dans cette émission. Vous savez, il y a une étude qui a été faite par la Banque mondiale, auquel l'État du Sénégal et la DPME a pris part, sur les sources de croissance de l'économie numérique. Elle est absolument passionnante parce qu'elle donne un indice de développement technologique, un indice d'adoption du développement technologique. Et elle permet de mesurer du stade standard 0 au stade 5, le plus avancé, l'évolution de la prise en compte de l'adoption technologique. Par exemple, sur les mécanismes de financement, vous allez avoir comme indice le plus bas le fait de payer avec de l'argent cash, comme l'indice numéro 1 de payer avec un chèque, comme indice 3 le fait de payer avec du transfert, etc. Et donc le Bitcoin, peut-être, ça sera l'indice 4 ou 5. Mais déjà, on a des efforts à faire pour permettre aux gens de payer de manière dématérialisée avec des moyens de paiement qui sont des transferts de fonds, qui sont du porte-monnaie électronique, etc. Et je pense que quand on démultiplie cette démarche, on arrivera effectivement à renforcer l'inclusion des acteurs et justement à favoriser le développement des PME. L'inclusion financière d'ailleurs, c'est l'expression consacrée et qui est un combat de la BCEAO, la Banque centrale. Nous en avions parlé il y a quelques années avec l'ancien directeur général du GIM Yomowa, le béninois Blaise Awantiédé. Merci infiniment Idrissa Diabira, à très bientôt pour commenter l'actualité en lien avec les paiements. Merci, à très bientôt et puis on appelle tout le monde à avoir beaucoup de courage. C'est vrai que c'est une période difficile, mais je pense qu'avec du courage, de la ténacité, on y arrivera. Et l'ADPME se prépare à justement changer d'échelle pour essayer de formaliser plus massivement les entreprises et, comme son slogan l'indique, pour être le coach des futurs champions avec les outils notamment digitaux qu'elle met en place. Le médecin généraliste notamment, pour reprendre un peu une expression favorite chez vous. Merci infiniment d'avoir été notre invité. Excellent dimanche et excellente semaine.